Bonjour à tous, je suis Pierre Pardo. Nous allons maintenant discuter de l'annexe 54 qui s'intitule Pompe à chaleur utilisant des fluides frigorigènes à faible GWP. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques généralités autour de cette annexe, puis nous reviendrons plus en détail autour du workshop qui s'est déroulé lors du Congrès international du froid 2019 à Montréal. Donc tout d'abord, quelques généralités sur cette annexe. Son titre est Heat Pumps for Low GWP Refrigerants. L'operating agent est Yuno Wang de l'Université du Maryland aux États-Unis. Aujourd'hui, les pays engagés à participer sont les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et depuis peu, donc la France qui s'est engagée à participer, donc qui s'est inscrite en décembre 2019. Et donc pour le moment en France, c'est le CETIAD qui alimentera l'annexe en résultats, notamment en réutilisant les résultats des études passées sur les fluides frigorigènes de remplacement dans les pompes à chaleur. D'autres pays pourront peut-être participer comme l'Autriche, l'Allemagne ou encore la Suède. Au niveau des organismes et des industriels intéressés, donc on va retrouver deux organismes, l'ARI et le HPA, donc l'Association européenne des pompes à chaleur. Et concernant les industriels, on va retrouver deux chimistes, donc Chemours et Honeywell, et d'autres fabricants de pompes à chaleur ou compressoristes comme Daikin, Danfoss, Emerson, Johnson Controls et LGE. Donc, concernant le planning de cette annexe, elle a débuté le 1er janvier 2019, elle se terminera le 31 décembre 2021. À ce jour, il y a eu deux réunions qui ont déjà été faites. Donc le kick-off meeting qui s'est déroulé le 12 janvier 2019 à Atlanta, aux États-Unis. La seconde réunion et un workshop qui se sont déroulés donc, lors du Congrès international du froid, donc le 27 août 2019 à Montréal. Et donc deux réunions sont prévues en 2020. Donc la première, donc la troisième réunion de mai 2020 qui sera faite conjointement avec le congrès HPC 2020 en Corée du Sud. Et la quatrième réunion qui sera faite en décembre 2020 conjointement avec la conférence Gustav Lorentzen à Kyoto au Japon. Donc quelques mots sur le contexte de cette annexe. Donc, comme vous le savez, suite à l'amendement de Kigali au protocole de Montréal 2016, donc, qui vise une réduction progressive des hydrofluorocarbures, donc les HFC. Donc, les pays signataires de cet amendement s'engagent à réduire la production et l'utilisation de HFC de plus de 80% en 30 ans. Donc, l'objectif sera une réduction des émissions équivalent à 80 milliards de tonnes de CO2 d'ici 2050 et une limitation du réchauffement climatique à 0,5 degrés d'ici 2100. En parallèle, en Europe, il y a le règlement F-Gaz, donc où un calendrier de réduction de 2 tiers des tonnes équivalent CO2 d'ici 2030 est prévu, donc le phase down, et également l'élimination de certains HFC pour certaines applications. On peut notamment parler du 404A qui ne sera plus réutilisable donc à partir de janvier 2020 dans les nouveaux systèmes. Donc les objectifs de l'annexe sont doubles. Donc le premier est de promouvoir l'utilisation de fluides à faible GWP pour accélérer la réduction des HFC. Donc GWP pour Global Warming Potential ou pouvoir de réchauffement global. Et le second objectif est de développer des recommandations de conception pour des composants et des systèmes optimisés qui utiliseraient ces nouveaux fluides. Donc quelles sont les bonnes pratiques finalement de conception ? Au niveau des axes de travail de cette annexe, donc, il va y en avoir 5. On va retrouver 5 parties. Donc, les deux premières sont des états de l'art. Donc, le premier état de l'art est un état de l'art sur les fluides frigorigènes à faible GWP, leurs propriétés et les normes applicables. Le second état de l'art s'axe autour de la sécurité et de l'inflammabilité des fluides frigorigènes et de l'utilisation sur des fluides frigorigènes inflammables. La troisième partie
se focalise plutôt donc, sur l'optimisation des composants des pompes à chaleur lors de l'utilisation de ces nouveaux fluides frigorigènes. La quatrième partie consistera à analyser donc, les LCCP, donc pour Life Cycle Climate Performance, où globalement ça quantifie les kilogrammes de CO2 équivalent émis durant toute la vie du système. Et donc c'est l'analyse donc, de ces LCCP avec les systèmes actuels et les systèmes optimisés avec des fluides à faible GWP pour voir l'impact en termes de CO2. Et donc le cinquième point sera donc de dresser un panorama donc, des pompes à chaleur utilisant des fluides à faible GWP pour 2030. Donc globalement les perspectives pour 2030. Donc pour répondre à ces axes de travail, donc le programme de travail qui a été mis en place comporte 5 tâches. Donc la première tâche est un examen des technologies et des fluides. Donc c'est des états de l'art. Donc il y aura un rapport par pays et donc les rapports sont en cours de finalisation et ils seront a priori finalisés donc en décembre 2019. La seconde tâche est une des études de cas et des recommandations de conception pour l'optimisation des composants et des systèmes. Donc là, on va retrouver soit une approche expérimentale, soit une approche numérique, donc en utilisant des outils de modélisation. La troisième tâche consistera à évaluer l'impact de l'optimisation de la conception sur la réduction du LCCP. Et justement, donc, un graphique qui représente qu'est-ce que le LCCP. Donc, le LCCP va prendre en compte les émissions directes du fluide frigorigène, donc suite à des fuites de fluide frigorigène ou à la dégradation de la couche atmosphérique, et également donc, les émissions indirectes qui prennent en compte la consommation d'énergie, la fabrication des matériaux, la fabrication du fluide frigorigène et le recyclage des matériaux et du fluide frigorigène. Ensuite, concernant la tâche 4, donc, ce sera les perspectives pour 2030. Et enfin, donc, la tâche 5, ce sera tout ce qui est rapport et dissémination des informations. Donc maintenant, nous allons faire un retour sur le workshop donc, qui s'est déroulé lors du Congrès international du froid en 2019. Donc, lors de ce workshop, 7 présentations ont été réalisées. Donc, la première présentation est une introduction de l'annexe 54 par Yoon Wang, donc de l'Université du Maryland. La deuxième présentation est un screening donc, des nouveaux fluides frigorigènes par Piotr Domanski du NIST. La troisième présentation tourne autour donc, de la sécurité des nouveaux fluides frigorigènes et de leur inflammabilité donc, par Zudong Wang de l'ARI. La quatrième présentation est une étude expérimentale donc, de drop-in donc, du R134A par deux oléfines, le ZEE et le YF. Donc, cette présentation est réalisée par Luca Molinaroli de Politecnico Milano. L'après-midi, 3 autres présentations ont été faites, donc une autour de l'évaluation des risques des fluides frigorigènes A2L, donc par Monsieur Ihara, donc japonais. La sixième présentation, donc, c'est une présentation de Honeywell par Samuel Yanamota, donc, qui présente finalement des alternatives des mélanges de R32 et d'oléfine. Et la septième présentation est une présentation de Lena Schnabel du Fraunhofer, qui présente les recherches du Fraunhofer sur le R290. Donc tout d'abord, commençons par l'étude du NIST et le screening. Donc pour cette étude, le NIST a utilisé la base de données PubChem qui comporte 60 millions de molécules pour voir quels seraient les candidats potentiels qui permettraient de remplacer le R410A. Donc de cette base de données, différents filtres ont été mis en place. Tout d'abord, donc les atomes qui composaient les molécules de fluide frigorigène devaient être composés de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de soufre, de fluor, de chlore et de brome. Ensuite, ces molécules devaient avoir un nombre maximum d'atomes de 18, donc ce qui augmente le filtre. Le GWP des molécules devait être inférieur à 1000
elle devait avoir une température critique comprise entre 46 degrés et 146 degrés. Ensuite, le NIST évaluait manuellement donc, la toxicité et la stabilité de ces molécules. Et enfin, la dernière recommandation était d'avoir une capacité volumétrique qui soit supérieure à un tiers de celle du 410A. Donc, à l'issue de ce screening, on voit que 21 molécules ressortent. Donc, 21 molécules qui respectent les premiers critères. Donc, parmi ces 21 molécules, 15 sont moyennement inflammables et 6 autres ont des dangers encore inconnus. À ces 21 molécules sont rajoutés 7 autres fluides. Donc 3 fluides qui fonctionnent dans des conditions subcritiques, donc classiques, donc comme le 134A, le 1123, le 1225YEZ, et 4 autres fluides qui fonctionnent en supercritique, donc par exemple comme le CO2. Donc au total, 28 candidats ont été identifiés pour le remplacement du R410A. Donc une fois ces molécules identifiées, elles ont été, on a essayé d'évaluer donc les performances énergétiques obtenues avec ces nouveaux fluides, et cette évaluation s'est faite grâce à des simulations numériques, donc de cycles thermodynamiques basiques ou améliorés. Globalement, un cycle basique comprend un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Et donc, différentes conditions ont été testées. Ici, typiquement, on est sur une application de climatisation, donc avec une température d'évaporation à 10 degrés, une température de condensation à 40 degrés. Donc, le graphique présenté ici, en abscisse, on va retrouver la capacité volumétrique du fluide alternatif divisé par la capacité volumétrique du 410A dans les mêmes conditions. Et en ordonnée, on va retrouver le ratio de COP, donc COP alternatif sur COP 410A. Donc globalement, si les ratios sont supérieurs à 1, cela signifie que le fluide alternatif obtient de meilleurs résultats que le 410A. Donc ici, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que seul le R32 permet d'obtenir des meilleurs résultats que le 410A, d'un point de vue théorique, mais son GWP, comme vous le savez, est de 675, qui est plus faible que le 410A, mais qui reste quand même élevé. La majorité des fluides de remplacement identifiés, c'est tous des fluides purs, vont avoir des capacités volumétriques qui vont être largement réduites, donc inférieures à 60% pour la plupart. Et certains vont avoir des COP meilleures, donc, mais des capacités volumétriques réduites, et d'autres des capacités volumétriques supérieures, mais des COP réduits. Donc les conclusions de l'étude du NIST sont les suivantes, c'est qu'il n'y a pas d'oléfine, donc d'HFO, pour un remplacement direct du 410A. Un compromis doit être trouvé entre GWP et inflammabilité. Et également, donc, il sera recommandé de redimensionner le nouvel équipement lors du remplacement du 410A. Typiquement, on voit que les fluides n'ont pas forcément les mêmes capacités volumétriques. Donc pour avoir les mêmes puissances, il faudra avoir des cylindrées de compresseurs plus importantes. Maintenant, nous allons passer donc à une slide proposée donc par Larry qui présente les résultats du programme LOGWP à REP 2. Donc ce programme s'est terminé en 2018. Donc il consistait à évaluer des candidats à faible GWP pour le remplacement du 404A, du 410A et du R22 et du 407C. Donc globalement, c'est une étude expérimentale où des essais de drop-in ont été mis en œuvre. Donc on va se focaliser plus particulièrement ici sur le 410A. Donc on voit que dans ce programme, 6 fluides ont été utilisés pour le remplacement du 410. Tous ces fluides sont des mélanges de R32 et d'une oléfine ou de 2 oléfines, donc du YF ou du ZE, et potentiellement d'autres composés comme le R125 de temps en temps. Donc tous les fluides sont de classe A2L, c'est-à-dire non toxiques et moyennement inflammables, et on voit que les GWP vont être compris entre 400 et 750. Aujourd'hui, parmi ces fluides, donc le R454B, qui est un mélange de R32 et de 1234YF, avec un GWP de 466A, fait partie donc a été choisi par un fabricant américain pour être utilisé dans ces systèmes.
Maintenant, on va regarder les études de Chemour et Donnewell qui présentent donc des solutions pour le remplacement des fluides de type HFC. Donc des solutions qui sont des mélanges de R32 plus une oléfine généralement. Donc le premier tableau présente les solutions de Chemour et le second tableau, celui du bas, présente les solutions Donnewell. Donc globalement, on va retrouver deux classes de fluides. Des fluides qui ont des GWP compris entre 400 et 750 et des fluides qui ont des GWP inférieurs à 300. Donc pour le remplacement du 410A, on voit que les fluides qui ont des GWP compris entre 400 et 750 vont globalement avoir des performances similaires à celles du 410A. Donc typiquement ici, sur la puissance calorifique, donc on a une légère baisse, mais de l'ordre de 2%, et on va avoir des COP supérieurs. Maintenant, si on regarde les fluides Donnewell, donc des fluides qui sont entre 400 et 750, donc on va avoir des capacités équivalentes et des COP équivalents, que ce soit en chaud ou en froid. Ensuite, maintenant, si on veut des fluides à plus faible GWP, donc inférieur à 300, donc ici, on va se rendre compte qu'il y a une dégradation assez conséquente, notamment de la puissance calorifique, qui va être de l'ordre de 10% au moins. Donc si on regarde les fluides proposés par Chemour, on a le 454C et le 454A, donc qui ont des GWP inférieurs à 300. Et là, donc, on voit une réduction importante de la puissance, moins 25% et moins 37%, et des COP qui vont être meilleurs. Maintenant, côté Donnewell, on va avoir des réductions de l'ordre de 10% de la puissance, donc en chaud ou en froid, et des COP qui vont être également meilleurs. Donc voilà pour les fluides proposés par Chemour et Donnewell. Maintenant, nous allons passer donc à l'étude que le Politecnico Milano a menée donc sur le remplacement du 134A dans une pompe à chaleur OO. Donc c'est un drop-in qui a été réalisé. Et donc ce drop-in avait pour objectif donc, de remplacer le 134A par du 1234YF et du 1234ZEE. Donc les auteurs de cette étude ont testé la pompe à chaleur suivant différentes conditions, donc différentes conditions de température de sortie d'eau à l'évaporateur, différentes températures de sortie d'eau au niveau du condenseur. Donc typiquement sur les graphiques, on voit l'évolution de la température de sortie d'eau à l'évaporateur en abscisse pour une température de sortie d'eau de condensation de 55 degrés ici. Et donc en ordonnée, on va avoir la puissance calorifique sur le graphique de gauche et sur le graphique de droite, le COP. Donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'en drop-in, globalement, donc les deux oléfines, le YF et le Z2, vont réduire la puissance du système, donc de façon plus importante pour le Z2, mais il va y avoir une réduction de la puissance et une légère réduction du COP, donc ce qui est assez classique. Globalement, les auteurs soulignent que la puissance de la PAC pourrait être adaptée au même niveau que celle obtenue avec le 134A en augmentant la vitesse du compresseur. Mais par contre, dans ce cas-là, donc, le COP serait réduit. Maintenant, nous allons faire un point sur les études du Fraunhofer et donc sur l'utilisation du R290, donc du propane. Propane qui est un fluide de type A3, c'est-à-dire non toxique et très inflammable. Donc pour utiliser ce fluide qui est très inflammable, le Fraunhofer propose différentes stratégies. Et la première stratégie est de réduire la charge de fluide frigorigène. Donc leur objectif est d'avoir un produit de 10 kW qui utilise au maximum 150 g de R290. Donc pour cela, il va falloir donc réduire les volumes intérieurs des systèmes et donc avoir une unité plus compacte. Et donc plusieurs zones d'attention sont mises à jour, donc notamment utiliser donc, des échangeurs thermiques asymétriques. Dans les compresseurs, voir si la quantité d'huile ne peut pas être réduite parce qu'une partie du fluide frigorigène est absorbée dans l'huile. Voir s'il y a la possibilité donc, de réduire les longueurs de tuyauterie et de
de supprimer donc, les volumes supplémentaires qui seraient inutiles dans les systèmes. Donc la seconde stratégie est la prévention des fuites. Donc en identifiant les composants ou les connexions qui ne seraient pas fiables. La quatrième stratégie sera la détection de fuite, donc en quantifiant donc, des méthodes de détection. Et la dernière stratégie sera le contrôle d'une fuite. Donc en cas de fuite, que faire? Donc là, l'objectif est de développer et d'analyser des concepts de sécurité, et notamment un qui est assez intéressant, où l'objectif est de capturer le fluide frigorigène à l'aide d'un matériau de sorption. Donc dès qu'il va y avoir une fuite, un matériau va absorber le fluide. Et l'idée est d'évaluer les risques et de réaliser des field tests. Maintenant, nous allons discuter donc, de la sécurité donc, des fluides frigorigènes à faible GWP, donc des fluides de type A2L et A3. Et tout d'abord en commençant par une étude de l'ARTI. Donc l'objectif de cette étude était de produire des résultats techniques accessibles au public afin d'alimenter donc, les activités réglementaires et normatives relatives à l'utilisation de fluides frigorigènes inflammables. Alors pour cela, l'ARTI a réalisé des essais de mise à feu des A2L et des A3 dans des pièces pour comprendre la sévérité des accidents. Donc ici, on peut voir deux photos qui sont prises. Donc celle de droite représente des essais avec du R290, du propane, et celle de gauche présente une étude avec du 452B, donc fluide de type A2L. Donc une des conclusions de leur étude est que les A2L sont difficilement mis à feu avec des sources domestiques. Donc comme des briquets, une plaque chauffante, etc. Et donc un rapport qui va prendre en compte donc, une formation et des guides est en cours d'élaboration. La seconde étude donc, sur la sécurité des A2L et des A3 qui a été présentée est une étude japonaise. Donc c'est une étude d'évaluation des risques de mise à feu des A2L qui a été réalisée entre 2011 et 2016. Donc on voit finalement que les Japonais sont relativement en avance par rapport à nous, par rapport à l'utilisation et à la connaissance des risques donc, des fluides A2L par rapport à cette étude. Donc au niveau de la méthodologie d'évaluation des risques qui a été mise en place, donc c'est la suivante. Donc tout d'abord, ils vont identifier les utilisateurs, l'utilisation et voir s'il y a des abus lors de l'utilisation. Ensuite, ils vont identifier les dangers potentiels. Ils vont estimer le risque. Ils vont évaluer le risque. Si ce risque est tolérable, donc ils vont valider le système. S'il ne l'est pas, ils vont essayer de le réduire. Et donc, tout d'abord, un point important de leur étude est calculer la probabilité d'une mise à feu. Donc pour qu'il y ait mise à feu, il y a 3 conditions qui sont nécessaires. Tout d'abord, ce sera une fuite rapide de fluide frigorigène de type A2L, l'existence d'une source de mise à feu, et donc il faudra que la concentration en fluide frigorigène dans l'espace soit supérieure à la limite d'inflammation. Et donc, lors de cette étude, ils vont déterminer une probabilité de fuite rapide, les volumes et les temps de gaz inflammable. Typiquement, la figure ci-dessous présente une simulation où on peut voir les régions inflammables en fonction d'une fuite, et les sources de mise à feu. Et donc, de là va résulter l'évaluation de ces risques, et les résultats se présentent sous forme de tableaux en fonction de différents scénarios. Donc lors du transport, lors de l'installation, lors de l'opération, lors du service. Pour chacun des scénarios, on va avoir une probabilité de mise à feu. Et donc, un évaluateur va dire s'il y a risque ou non. Ou est-ce que c'est tolérable. Donc cette étude est aujourd'hui terminée et donc un rapport est téléchargeable sur Internet donc au lien suivant. Donc aujourd'hui, quelles sont les options de fluide à faible GWP? Donc les voici. Donc globalement, on va avoir différentes options en fonction de la puissance des systèmes. Donc pour des petites puissances avec des faibles charges en fluide frigorigène, il faudra sûrement opter pour du R290, donc qui est un fluide A3, donc très inflammable. Pour les systèmes de moyenne puissance, donc là on va retrouver le R32,
qui est A2L, donc moyennement inflammable, le CO2, qui est non inflammable, ou des mélanges donc, de R32 et d'une oléfine qui vont être soit de classe A1, soit A2L. Et pour les fortes puissances, on va plutôt s'orienter pour des oléfines, donc des HFO, des mélanges donc de R32 et d'oléfine, ou encore par exemple de l'eau. Donc Yuno Wang a présenté une slide assez intéressante, c'est l'impact du GWP sur le LCCP. Donc on voit que la réduction d'un GWP de 10 000 à 1000 va avoir un large impact donc, sur le LCCP en réduisant donc, les CO2 émis. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt d'essayer de passer de 3000 à 10. Et on voit que la réduction sur le LCCP sera beaucoup plus faible. Et donc, ce qui est très important à retenir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ce qui va émettre aussi beaucoup de CO2, c'est la consommation énergétique des systèmes. Et donc, c'est pour ça que Yuno Wang a souligné que l'efficacité des systèmes était également très importante pour réduire le LCCP et donc les émissions de CO2. Donc, en résumé de ce workshop, donc les futurs systèmes de climatisation et de PAC devront utiliser des fluides frigorigènes à faible GWP, voire nul. Ils devront être énergétiquement efficaces. Les fluides à faible GWP recensés sont essentiellement donc le R32, des mélanges de R32 et d'une oléfine, et des fluides naturels, comme des hydrocarbures, du CO2 et de l'eau. On a vu qu'un compromis était nécessaire entre le GWP et l'efficacité énergétique et la sécurité. Et aujourd'hui, donc, les fluides frigorigènes alternatifs qui sont proposés ont des propriétés thermophysiques et thermodynamiques différentes de celles du 410A. Et donc, la conception des composants devra être personnalisée et l'optimisation des systèmes sera très importante.